Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition. Le président du Bénin, Patrice Talon, est en visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce lundi à Abidjan. Une réunion à huis clos qui augure du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, dialogue politique, la toute nouvelle version de la CEI fait l'objet d'une rencontre entre l'opposition et le gouvernement. Le Front populaire ivoirien et la Ligue des mouvements pour le progrès représentaient les partis de l'opposition et le ministre d'État, ministre de la Défense, assurait l'intérim du ministre de l'Intérieur. Les détails dans la suite de ce journal. Et puis la deuxième phase du projet Agir pour les jeunes a été lancée. Cette opération cible 19 000 jeunes pour un budget prévisionnel de 10 milliards de francs CFA destiné à financer les projets des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État béninois est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience ce lundi 2 septembre par le président de la République Alassane Ouattara en sa résidence à Cocody. Une réunion à huis clos qui augure du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le point de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré du Japon ce lundi. En début de soirée, le chef du gouvernement conduisait une forte délégation ivoirienne à la TICAD 7, qui est la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue du 28 au 30 août dernier à Yokohama. Une participation de la Côte d'Ivoire qui a porté ses fruits avec la signature de conventions de coopération pour le renforcement des rapports diplomatiques entre le Japon et la Côte d'Ivoire. De plus amples informations vous seront données dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de politique. La toute nouvelle version de la CEI a fait l'objet d'une rencontre entre l'opposition et le gouvernement. Un dialogue politique dont Éric Goré nous parle. Le Front populaire ivoirien, l'Alliance des forces démocratiques et la Ligue des mouvements pour le progrès sur la table de négociation avec le gouvernement. Cette rencontre se tient au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En l'absence du premier responsable, l'intérim est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, accompagné de ses collaborateurs. Ils échangent avec leurs hôtes sur la composition de l'organe chargé des élections, la Commission électorale indépendante CEI. Cette initiative du gouvernement ivoirien d'ouvrir le dialogue avec l'opposition vise à planir les divergences. Nous sommes donc à la deuxième phase de ces négociations en vue de trouver une solution qui puisse permettre aux négociations de se poursuivre puisque la question de la réforme du cadre juridique institutionnel des élections ne se limite pas à la question de la CEI. Nous avions souhaité qu'une ordonnance soit prise de manière à ce que la loi soit modifiée. Le gouvernement nous a indiqué que cette loi venant de faire l'objet d'un vote par les deux chambres du Parlement il n'y a pas longtemps, Parlement qui est la seule autorité à voter les lois, le président de la République serait mal fondé de prendre par ordonnance une mesure qui viendrait en contradiction du vote de l'Assemblée. Ce qui peut être fait pour améliorer la présence de l'opposition devrait être examiné dans le sens du choix du président de la CEI et de la présence de l'opposition dans le bureau de la CEI. Cette tribune est offerte par le gouvernement. Elle donne la possibilité à ces partis politiques de faire des propositions et d'exprimer leurs différentes opinions. L'autonomisation des jeunes fait partie des plans du programme social du gouvernement. La deuxième phase du projet Agir pour les jeunes a fait l'objet d'une conférence de presse ce jour. 19 000 jeunes, dont au moins 40% de femmes, sont ciblés par cette opération qui consiste à aider à l'installation des jeunes désireux de créer leur micro-entreprise. Le coût global du projet est de 10 milliards de francs CFA. Patricia Omo. Opération Agir pour les jeunes. Le lancement de cette deuxième phase vise à favoriser l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. 19 500 jeunes ciblés. Cette deuxième phase fait suite à la première qui a permis d'installer 12 337 jeunes. Nous avons entendu parler du projet Agir pour les jeunes. Nous avons
suivi la formation. Nous avons profité d'un financement de la hauteur de 1 800 000 pour booster nos activités. Le mode opératoire de cette deuxième phase se décline en 8 étapes majeures, dont l'information, l'enrôlement, la constitution des dossiers. Les guichets emploi, c'est un guichet, un minimum de services, des conseillers juniors, des assistants conseillers qui aident le jeune à avoir l'information et qui recensent les jeunes pour que ces jeunes s'inscrivent sur notre plateforme technologique. L'opération Agir pour les jeunes va participer à l'amélioration de la bancarisation des jeunes. Le financement passe de 3,6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Le taux de remboursement est un succès parce que vous avez 84% des jeunes qui ont remboursé pour Agir 1. Et pour Agir 2, nous visons au minimum 90% de taux de remboursement. Parce qu'il faut que ces jeunes qui vont accéder donc à ces différents prêts puissent rembourser pour que le maximum de jeunes, cet argent soit réinvesti sur d'autres jeunes et que le maximum de jeunes puissent bénéficier donc de ce programme. Cette opération devra permettre à terme d'insérer 131 000 jeunes dans les micro et petites entreprises ainsi que dans les projets structurants. Parlons encore d'entrepreneuriat. Les Ivoiriens du Niger sont une référence pour ce qui concerne l'entrepreneuriat. À quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens ont investi dans différents domaines d'activité partant du secteur éducatif à l'artisanat. Eric Goré a rencontré ces Ivoiriens vivant au Niger. Il raconte dans ce reportage leur success story. On regarde. Niamey, capitale du Niger. Température 40 degrés. Ici vit une forte communauté ivoirienne. Partis pour la plupart dans ce pays pour des raisons diverses, ces Ivoiriens ont fini par se faire une place au soleil. Commençons par lui, Akessé Victor, fondateur d'un établissement d'excellence. Et aujourd'hui, consul honoraire dans ce pays. À son actif, une université privée qui forme tous les jeunes africains de différentes nationalités. J'ai demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable et d'audit que j'ai obtenu. Donc, à partir de 1994, j'ai donc ouvert ce cabinet qui s'appelait Fiduciaire du Sahel. Et donc, je faisais des missions de surveillance comptable, des missions d'audit, et ça continuait jusqu'en 2001. C'est en ce moment-là que m'est venue l'idée de créer une école supérieure de gestion. Pour l'aider dans sa tâche, il recrute des jeunes Ivoiriens diplômés. Les étudiants de cet établissement sont fiers de l'encadrement. J'ai fait un master en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans mon domaine, j'ai eu à rencontrer des cadres compétents du pays. L'école sollicite beaucoup plus les gens qui sont expérimentés dans le domaine pour nous former. Outre l'éducation, certains Ivoiriens sont dans la communication. Les plus grands contrats dans ce domaine sont exécutés par eux. Après avoir travaillé pour mon employeur, j'ai constaté qu'il y avait ici un potentiel à exploiter. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas se focaliser sur le Niger et mettre ma compétence à profit. Dans l'esthétique, les Ivoiriens se sont aussi imposés. Voici la coiffeuse de la première dame du pays. En tout cas, ça marche bien. Et je suis très fière de mon travail parce que ici, je suis beaucoup appréciée par mon travail. J'arrive à coiffer les personnalités de ce pays. Au Niger, la restauration occupe une place de choix. La nourriture ivoirienne est bien consommée ici. Si les Ivoiriens ont fini par s'imposer dans ce pays, c'est grâce à l'amitié historique entre la Côte d'Ivoire et le Niger. J'ai découvert la Côte d'Ivoire en 88 à l'occasion des grandes vacances. À l'époque, j'étais au collège. Donc j'ai un grand frère qui vit jusqu'à aujourd'hui, il a une trentaine d'années en Côte d'Ivoire. Il a toute sa famille là-bas, tous ses enfants ils sont nés à Abidjan. Il tenait un commerce au moment où j'étais à Djamé, au grand marché de Djamé. Mais aujourd'hui, il est dans le transport. Être de la diaspora ivoirienne au Niger, c'est faire partie d'une association de cette communauté. C'est lui le président de la communauté ivoirienne vivant au Niger, entouré des membres de son bureau. Dans un premier temps, c'est renforcer la cohésion, renforcer l'image de notre association au Niger vis-à-vis des autorités nigériennes que des autorités ivoiriennes. Comme pour dire que les 4000 Ivoiriens qui vivent au Niger ont pu s'intégrer dans ce pays.
Et après ce bel exemple d'intégration, passons à la commune d'Assini. Cette belle cité balnéaire est confrontée à des problèmes d'électricité qui sont notamment le manque d'extension du réseau électrique et qui occasionnent malheureusement des branchements anarchiques. Des problèmes que le gouvernement souhaite régler à près de 4 milliards de francs CFA. Les travaux d'amélioration de la qualité de l'électricité, de la sécurisation et de l'extension du réseau électrique à Assini ont été confiés à Côte d'Ivoire Énergie, suivant ce reportage de Davis Oyo et de Mahama Traoré. Quartier Pongo 2 dans la commune d'Assini Mafia. Dans cette zone non électrifiée, les branchements anarchiques font la loi. C'est dans ce décor que vit Miezan et sa famille depuis près d'un an. Il y a de très belles maisons ici, mais le quartier n'est pas éclairé. Nous sommes obligés, pour pouvoir éclairer nos maisons, de tirer le courant. Du dernier poteau chez moi, ça fait 250 mètres. Je suis obligé de payer les filles de 250 mètres pour pouvoir avoir le courant chez moi. D'autres vont jusqu'à 350 mètres, ceux qui sont derrière. Et vraiment, c'est difficile. Ce n'est pas seulement au quartier Pongo 2 que les fils électriques côtoient dangereusement le quotidien des populations. Ils sont légion dans toute la ville, même dans les secteurs déjà reliés au réseau électrique. À Assini Mafia, le courant connaît des coupures intempestives et même des baisses de tension. Un handicap au développement de cette destination touristique prisée. Afin de résoudre la problématique, l'État, par l'entremise de Côte d'Ivoire Énergie, est à l'œuvre. Depuis septembre 2018, il a été entamé la construction des postes de réflexion à Assini Mafia et à Assouindé. Assini a été alimenté depuis très longtemps. Aujourd'hui, les équipements sont vieillissants et le réseau aussi, avec vraiment le fait qu'Assini soit déclaré comme site touristique. On a des gros clients qui sont installés à Assini avec de gros équipements. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la charge aussi ne suffit pas. Et l'État a décidé d'investir 3,8 milliards pour la sécurisation et le renforcement du réseau d'Assini. Ces travaux ont démarré en septembre 2018, mais prendront fin en fin novembre 2019. Au-delà de l'alimentation, il y a des programmes de facilitation de l'accès, pour développer l'accès à l'électricité qu'on a souhaité présenter à nos populations pour qu'ils sachent l'importance des actions qui sont menées par le gouvernement pour faciliter, pour améliorer les conditions de vie. Les besoins en énergie de la commune d'Assini s'élèvent à 1856 MW. Les travaux en cours permettront de réaliser une ligne aérienne de 52 km à partir du village d'Abrobakro jusqu'à Assini en passant par la ville d'Adiaké. Cette ligne va assurer une alimentation secondaire du courant électrique à Assini. En attendant la fin des travaux, des lampes de basse consommation ont été distribuées aux populations pour réduire leur consommation électrique. Dans le district d'Abidjan, l'assainissement du secteur du transport routier a fait l'objet d'une réunion entre le préfet d'Abidjan et les collectivités locales ainsi qu'avec les acteurs du transport routier. Une réunion qui portait essentiellement sur les gares anarchiques présentes dans les communes du district d'Abidjan. Les problèmes sur ces gares ont été exposés et plusieurs propositions ont été faites. Les explications de Grace Kando. Quelle solution pour fermer définitivement les gares anarchiques? Et comment mettre fin à la violence dans le secteur du transport routier? Des questions abordées au cours d'une rencontre qui a réuni préfets, forces de défense et de sécurité, acteurs du transport et collectivités locales. Nous avons fait un plan de circulation en limitant les gares, en refusant que les gens s'installent et qu'ils stationnent n'importe comment. Vous êtes dans un véhicule, le véhicule est bloqué par un individu parce que le chauffeur n'a pas payé des taxes. Seul l'État doit prélever les impôts. Le phénomène dont on parle, prélèvement illicite d'argent, désordre dans la rotation des véhicules, insécurité des acteurs, tout cela résulte du fait que les parties prenantes ne se parlent pas. Mais à partir du moment où les collectivités territoriales, les organisations professionnelles des transporteurs, à travers le Haut Conseil, des conducteurs légalement constitués, des autorités telles que le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et les autres ministères techniques se retrouvent, les solutions qui vont y découler vont être des solutions applicables et acceptables à tous. Plus d'une semaine après l'assassinat d'un gendarme suite à une dispute avec des membres d'un syndicat à Yopougon, des propositions sont faites pour éviter de tels drames. Les populations en ont assez de voir des voyous faire régner la terreur
dans des espaces qui appartiennent à l'État. Et donc nous sommes venus visiter l'ensemble des actions, les mesures législatives, les mesures réglementaires et d'autres situations sociales permettant d'avoir une action plus forte sur le terrain. Ces échanges se poursuivront à l'effet de trouver des solutions durables, l'objectif étant d'assainir le milieu du transport routier. Il y a tout juste une semaine, il s'effectuait dans la commune d'Adjamé une opération de déguerpissement et de nettoyage sur le boulevard Nangui-Abrogua. Une semaine après, nous sommes retournés sur les lieux histoire de s'assurer du respect de cette action menée par la mairie de la commune d'Adjamé, Mamadou Kouassi. Le boulevard Nangui-Abrogua dans la commune d'Adjamé a un nouveau visage. Cette artère principale a été débarrassée de commerçantes ambulantes, mais aussi des tas d'immondices d'ordures qui jonchaient autrefois ce boulevard de Renon. Bon, ils ont bien travaillé. Ici, là, si la voie, là, les femmes qui vendent, ils te poussent pour donner les gens le bus. Parce à cause de leurs marchandises là. Moi, je suis venu avec un bus, j'ai descendu à la gare. De là, j'ai regardé par là, ça m'a étonné. J'ai dit, ah, l'endroit est libre jusqu'à on va au plateau. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, mais quand je suis venue, j'étais étonnée de me retrouver à Djamé aujourd'hui, vraiment. C'est bien. Les espaces vides servent désormais de parking. Et les plus heureux de cette opération menée par le maire Farid Koussoumoro, c'est bien les automobilistes. Dans le temps, on avait les piétons sur la route qui gênaient vraiment la circulation. Maintenant, ça va. On roule à l'aise. Et nous-mêmes, on se sent en sécurité et la sécurité des piétons aussi, ça y va, ça va. Il y a la fluidité, comme vous-même vous le constatez. Mais en même temps, ce que nous souhaiterons, les intersections où il y a les gares, ça nous fatigue beaucoup. Bien que chassés des trottoirs et même de la chaussée, ces commerçantes ambulantes du boulevard Nangui-Abrogua sont encore présentes, mais cette fois sans marchandises. Certaines même se sont reconverties. Il y a d'autres qui n'aiment pas monter au magasin, c'est pour la route, là, ils aiment. Nous, on monte au magasin. Il dit magasin, 40 millions, 150 millions. Nous, on n'a pas millions. On est en train de débrouiller à côté de la route. Ces commerçants plaident aujourd'hui pour leur recasement. On sait qu'on n'a pas le droit d'être sur le goudron, mais ils n'ont qu'à regarder nos situations aussi. Même s'ils nous accasent là, c'est mieux. Il ne faut pas qu'ils vont nous laisser comme ça. Tu restes à la maison, qui va te donner? C'est comme si on vient s'arrêter. On regarde le coin, on n'a pas de choix. Depuis la nuit du dimanche dernier, le maire de la commune d'Adjamé est présent quotidien sur le lieu pour s'assurer du respect des décisions. Cette fois, son message est adressé aux commerçants installés dans les magasins bordure de route. On ne veut plus voir devant ici la salle. Vous balayez propre. Si je vois ça, vous allez payer des amendes. Parce que la propriété là, c'est nous tous, c'est pas moi. Vous avez compris. Chacun n'a qu'à payer poubelle. Devant chez lui, on ne veut plus voir des caoutchoucs devant vos magasins. Le maire Farid Koussoumoro rassure les commerçants de Guerpi de leur recasement dans quelques mois. Provisoirement, nous avons demandé le site de la casse pour qu'on puisse installer les commerçants que nous avons de Guerpi sur le boulevard Nangui-Abrogua. Pour maintenir la fluidité et la sécurité sur le boulevard Nangui-Abrogua, la police municipale bénéficie du soutien de la police nationale. Le commissaire du 3e arrondissement, Yassine Oufoué, et ses hommes parcourent les 1,7 km de cette artère pour rassurer les automobilistes et autres usagers. Dans le nord du pays, la 3e session ordinaire du Conseil régional du Tchologo s'est tenue à Kong. Les conseillers ont travaillé sur les actions prioritaires à mener pour le développement de la ville. L'action sera mise sur la réalisation d'infrastructures de base telles que les écoles, des routes ou des orphelinats. Le compte-rendu de cette réunion par Charles Tatou. C'est une équipe du Conseil régional au grand complet mobilisée pour œuvrer en faveur du bien-être des populations de toutes les localités de la région du Tchologo qui est venue siéger dans la ville de Kong sous les regards des membres du corps préfectoral. Comme priorité au programme des projets de développement au titre des années 2020, 2021, 2022, des constructions d'infrastructures scolaires, sanitaires et de barrages agricoles. Des travaux de reprofilage des pistes villageoises, puis la dotation des villages en pompes hydrauliques villageoises pour une enveloppe globale de plus de 4 milliards de francs CFA. Autre priorité arrêtée, des actions sociales au profit des élèves, des jeunes, des femmes et des orphelins. Il s'agit de l'octroi d'un fonds à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA
pour des prix d'excellence, des dons de matériel agricole, d'équipements sportifs, des subventions pour les orphelinats de Ferké et Wangolodougou. Appelant les cadres du Tiologo à l'unité et à la cohésion sociale pour la réussite de toutes ces actions, le président du conseil régional, Téné Birahima Ouattara, rassure les populations de la disponibilité de son équipe du conseil à répondre à leurs aspirations. Nous voudrions nous adresser aux jeunes et aux femmes qui sont au centre de nos préoccupations. Ayez confiance en vous, ne baissez jamais les bras. Pour notre part, et nous insistons là-dessus, le Conseil ne ménagera aucun effort pour être votre soutien et être à l'écoute de vos aspirations. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous en a donné l'exemple à travers ce qui a été fait en Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Et je peux vous assurer, chère population, que nous nous inscrivons dans cette façon de faire, car nous sommes avant tout des agents de développement, avant d'être donc des politiques. Pour sa détermination affichée quant aux actions de développement en faveur de sa région, un prix d'or du meilleur agent de développement a été décerné au président du conseil régional, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, par une ONG d'action de développement de la région. Embarquons à présent pour le train d'hommage des régions au chef de l'État. Ce soir, on marque un arrêt dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la localité de Maféré, où les actions de développement ont été louées par les populations des sous-préfectures de Maféré, les populations de Kouaoukro et d'Adjouan. Le reportage de Mamadou Kouassi. Une libation pour implorer les mânes des différents royaumes du Sud Komoué pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Cette initiative est suivie de prières des guides religieux, tout ceci sous le regard bienveillant des têtes couronnées, dont les majestés Nana Amondoufou V, roi du Sanwi, et de Nana Assoumou Kanga, roi du Moussou, ainsi que les membres du gouvernement. Un rituel pour exprimer l'attachement de toute une région au projet de développement entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour les projets de développement réalisés dans cette région, projets que nous n'avons jamais, jamais vu depuis les indépendances, et pourtant, au commencement était le Sanwi. Avec les barrages d'Ayamé 1 et 2, le Sud Komoué ne se lassera pas et jamais de manifester son attachement et son soutien sans faille à son Excellence Dr Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Cette journée d'hommage au président de la République à Maféré a réuni l'ensemble des populations des sous-préfectures de Kouaoukro, de Maféré et d'Adjouan. Tous unanimes du changement qualitatif dont bénéficie le Sud Komoué depuis 8 ans. Partout, il y a de nouvelles infrastructures qu'Aboisseau a attendues depuis des décennies. Comment ne pas célébrer le chef de l'État? Celui qui vient et qui fait du bon travail, nous sommes toujours avec lui. Satisfait de cette mobilisation, c'est en langue locale que les ministres Siendou Fofana et François Albert Amicha, tous deux parrains de cette journée d'hommage, ont invité les chefs coutumiers à renforcer davantage la cohésion sociale. Au cadre, ils demandent plus d'union et d'entente pour accompagner les efforts du gouvernement. Population d'Aboisseau, chers parents du Sanvi, vous avez une lampe qui éclaire, vous avez une boussole qui s'est orientée. Accompagnez-le, suivez-le. Il est normal que le Sanvi retrouve sa place. Toutes les promesses ont été ou sont en voie d'être tenues. On a promis des bitumages, on a promis des réalisations au niveau des établissements scolaires, au niveau des établissements sanitaires. Tout cela est en route, soit au niveau de l'État, soit au niveau des structures décentralisées que sont le conseil régional, soit au niveau de la commune. Cette journée d'hommage au président de la République pour ses actions de développement intervient après celle de Grand Bassam et d'Aboisseau, il y a juste quelques mois. C'est une expression de soutien à la politique de développement du Sud Komoué qui pourrait justifier d'ailleurs l'adhésion des populations de cette région aux idéaux du RHDP. Mamadou Kouassi. La journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, organisée par les populations des sous-préfectures de Maféré, de Kouaoukro et d'Adjouan, a été l'occasion pour ces populations d'exprimer leur attachement et leur adhésion au RHDP. Pour la circonstance, ces militants et sympathisants sont venus de tous les villages et hameaux.
Avec eux, 4 membres du gouvernement et le directeur exécutif du RHDP. Le délégué régional du Sud Komwe, Eugène Aka Aoulé, a saisi la tribune de cette rencontre pour inviter ses parents dans sa démarche de faire du Sud Komwe le bastion du RHDP, au vu des nombreuses réalisations effectuées par le président de la République, Alassane Ouattara. Je vous invite à soutenir au grand jour son excellent représentant Alassane Ouattara et au regard de la transformation en profondeur de notre région engagée par son excellence Alassane Ouattara, président de la République, le moins que nous lui devons, c'est de lui dire franchement, c'est de lui dire sincèrement, oui, président Alassane Ouattara, nous sommes avec vous, c'est-à-dire nous sommes au RHDP. Patron de l'événement, Adama Bictogo, il a rassuré l'ensemble des populations des projets de développement en faveur de cette région du Sud Komwe. Il a également exhorté la population au rassemblement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Mais ce que nous recherchons, au-delà des routes, des hôpitaux, des écoles, ce que nous voulons, c'est cette Côte d'Ivoire rassemblée malgré ses différences. C'est cette Côte d'Ivoire forte de sa diversité. Cette Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du Sud, du Nord, une seule et une Côte d'Ivoire indivisible. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a félicité la population pour leur mobilisation autour des idéaux du RHDP. Il a également saisi l'opportunité pour revenir sur la question, la mise en place de la CEI. Une ONG, l'APDH, a écrit à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander que la composition de la CEI soit rééquilibrée. Bien qu'on n'était pas obligé de différer cette exigence, le président Alassane Ouattara, dans un souci de paix, a accepté d'appliquer les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. Et au terme de ce dialogue inclusif et démocratique, des recommandations ont été faites où la société civile se taille la part du lion dans la recomposition de la CEI. Cette opposition refuse de nommer ces représentants qui siégeront à la CEI, alors que l'APDH, qui a introduit la plainte en 2016, a non seulement siégé jusqu'au bout, mais aussi elle a désigné son représentant. C'est donc un nouveau pacte d'amour qui a été signé entre le RHDP et les sous-préfectures de Maféré, d'Adjouen et de Kouaoukro. Ces populations se disent déterminées pour mener le combat du RHDP lors des prochains défis électoraux. Nous apprenions il y a 3 semaines, précisément le 12 août dernier, la disparition tragique du roi du coupé-décalé DJ Arafat. L'artiste a été inhumé samedi dernier au cimetière de Williamsville. La période de ses obsèques a été au cœur de l'actualité culturelle nationale, mais aussi internationale. Vous jugerez par vous-même de l'aura que cet artiste avait sur la scène musicale mondiale. Michel Digré revient sur ces 3 dernières semaines après DJ Arafat. On regarde. Il avait pris rendez-vous avec ses fans ce 1er septembre. Mais Arafat DJ part sans livrer la substance de ce qu'il réservait à son public. 1er septembre, je vais faire trembler le monde. Le monde va trembler. Vous allez vous demander, mais c'est quel enfant ça? Enterré ce samedi 31 août, c'est finalement au stade Félix Houphouët-Boigny qu'il fera ses adieux. Au petit matin, le cortège funèbre entre dans l'enceinte du stade. L'émotion est à son comble. La foule est en émoi. Arafat DJ part à l'âge de 33 ans, mais en 3 semaines, il aura réussi à braquer les projecteurs du monde entier sur la Côte d'Ivoire. En 3 semaines, il aura réussi à faire croire, même aux plus sceptiques, la possibilité de la résurrection. En 3 semaines, il aura réussi à faire comprendre le sens de l'amour.
Dans cette tristesse, il aura permis à Julien Boileau d'arracher le sourire à ses enfants. Mais Arafat Didier aura aussi réussi à faire pleurer Kader Keïta, lui de nature joviale. Aux alentours de 9 h du matin, le cortège s'ébranle vers le cimetière de Williamsville, où se joue la dernière scène de l'artiste, qui laisse une famille et des fans consternés. Adieu l'artiste, adieu le Daichi. Voilà, c'était l'hommage de la rédaction de RTI 1 à DJ Arafat. Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre édition. Bonsoir chez vous.